Bonjour à toutes et à tous, mais c'est plutôt toutes. Monsieur, merci d'être avec nous. Messieurs, deux. Donc aujourd'hui, pour cette rencontre, on va parler du don de gamètes et surtout de la communication autour du don de gamètes. Alors les gamètes, ce sont les cellules reproductrices de l'être humain. Chez la femme, ce sont les plus petites cellules du corps et chez les hommes, ce sont les plus mobiles. Alors pour faire des bébés, eh bien, on a besoin qu'elles se rencontrent, ces cellules. Sauf qu'il y a des situations où c'est compliqué, des situations d'infertilité, notamment pour les couples hétérosexuels quand ces gamètes-là ne sont pas très en forme, que ce soit d'un côté ou de l'autre, l'ovule ou le spermatozoïde, ou parfois elles manquent à l'appel. C'est le cas pour les couples de femmes ou les femmes en couple. Résultat, eh bien, il faut se procurer ces gamètes et donc ça a lieu lors d'une PMA, d'une AMP et donc lors d'un parcours médical. On va parler du don de gamètes. Donc moi, je m'appelle Josepha Lopez, je suis journaliste au Monde et on reçoit David Heard donc de l'ABM, l'Agence de la biomédecine. Donc David, je le précise et vous avez bien... Vous m'avez demandé en tout cas aussi de le signaler, vous n'êtes pas médecin, donc on ne va pas rentrer dans des dimensions médicales, des questions médicales sur le don de gamètes. On va bien sûr faire le point sur ce que c'est un minimum, mais en tout cas David ne pourra pas forcément répondre à des questions sur le parcours ou sur qui est concerné, etc. Mais on va parler de la communication parce que ce don de gamètes, il nécessite des donneurs, et donc ces donneurs, il faut qu'ils soient au courant du don. Donc comment on les intéresse, comment on s'adresse à eux, quel message on leur fait passer, quelles sont les limites. On va donc en parler, et notamment parce qu'une nouvelle communication de l'Agence de la biomédecine est sortie il y a peu, le 13 octobre. Another sleepless night. Je t'avais dit de prendre les clés. Et tu ranges tes chaussures, Louis, s'il te plaît. Théa, tu m'ouvres la porte, s'il te plaît. Écoute-moi. Non, mais non, Louis. Attends, s'il te plaît, arrête. Bah, Doudou, il appuie dessus maintenant. Appuie sur le bouton. Qui a mis autant de... Non, ça va pas. Non, mais non, c'est pas ça. Non, c'est bon, Donnez vos gamètes, vous ferez des heureux. En donnant vos spermatozoïdes ou vos ovocytes, vous offrez à d'autres le bonheur d'être parents. Donc à partir de cette campagne-là, on va en discuter avec David, savoir comment elle a été conçue et à qui elle s'adresse, pourquoi on en est arrivé là aussi sur la campagne, quelles étaient les précédentes, et donner quelques chiffres. Mais déjà peut-être pour commencer et poser les bases, qu'est-ce que le don de gamètes ? Bonjour, donc effectivement, je redis que je suis probablement dans cette salle la personne qui s'y connaît le moins en AMP. Et c'est vraiment pas là-dessus que je vais pouvoir vous éclairer, mais en revanche, ce que je crois savoir un petit peu faire, c'est comment on organise les médias et les moyens de communication pour agir sur les comportements d'une population. Et donc, comme vous venez de le dire, il y a un fort enjeu à informer et plus qu'informer, à mobiliser les Françaises et les Français sur la question du don de gamètes, puisque c'est une question qui a beaucoup évolué récemment. Je ne vous apprends rien avec les nouvelles lois de bioéthique qui ont considérablement élargi la demande. Alors, pardon, je vais utiliser comme ça des termes un peu qui me viennent du marketing, d'offre et de demande. La demande a explosé et l'offre, elle, n'a pas tellement changé. Et donc, ça crée, si ce n'est une pénurie, en tout cas, un manque. Je trouvais important de donner quelques chiffres. D'abord parce que l'agence à laquelle j'appartiens est l'organisme de référence sur la question du don de gamètes en France. Et donc c'est l'agence qui compte le nombre de donneurs, le nombre de donneuses, le nombre d'AMP, le temps d'attente, etc., le nombre de sécos. Enfin voilà, donc c'est cette agence qui dispose des chiffres. Et aussi parce que, comme vous l'avez dit, ça pose un peu les bases. Juste, excusez-moi David, oui. Pour préciser, l'ABM s'occupe du don de gamètes, mais aussi de plein d'autres dons. Ouais. Donc le don de moelle osseuse, le don d'organes, à part le don du sang, mais tous les dons de matière organique. Exactement, et plus généralement toutes les techniques médicales qui utilisent du vivant et qui sont donc encadrées par les lois de bioéthique. L'agence a été créée par les premières lois de bioéthique en 2001, et ces 4 grands champs d'intervention sont donc, comme vous l'avez dit, le don d'organes, le don de gamètes, le don de moelle osseuse et l'encadrement des recherches en génétique, et donc tout ce qui est aussi diagnostic anténataux et recherche sur l'embryon. Et parmi ces 4 domaines, il y en a 3 qui impliquent de communiquer très largement auprès des Français.
le don de gamètes, pour promouvoir, pour recruter des donneurs. Le don d'organes, nous sommes tous concernés par le don d'organes. On peut tous être amenés à donner et encore plus souvent à recevoir un organe une fois dans notre vie. Et donc il est absolument essentiel d'en parler. Et c'est pas si simple de faire que les gens en parlent. C'est un des objectifs de la communication de l'agence. Et le don de moelle osseuse, qui consiste à s'inscrire sur un registre pour potentiellement, si on est compatible avec une personne qui a besoin d'une greffe de moelle un jour, pouvoir être prélevé. C'est une troisième problématique. Et donc ces trois problématiques-là, effectivement, donnent lieu à des grandes campagnes de communication. On va revenir sur comment elles sont plus ou moins généralistes, parfois très ciblées. La question du ciblage a déjà été évoquée à la table ronde précédente et c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Donc le don de gamètes, le but, gamètes, c'est que des donneurs puissent, hommes ou femmes, donner à la fois soit leurs spermatozoïdes, soit leurs ovocytes, qui pourront servir ensuite pour des couples qui sont en AMP et dont ces gamètes sont défaillants, on va dire ça comme ça, pourront les recevoir, soit un don d'ovocytes chez une femme et utiliser les spermatozoïdes de son conjoint, soit pour un couple de femmes avoir besoin de spermatozoïdes, soit parfois un double don et même le don d'embryon. Et donc vous le disiez, vous aviez évoqué quelques chiffres. Donc la demande depuis 2021 augmente. Elle a explosé, on peut même dire. Il y avait en moyenne entre 2 et 3 000 AMP avec donneurs avant les nouvelles lois. Et il y a eu plus de 26 000 demandes de prise en charge depuis 2021. Donc on a une demande qui est x8. Je ne parle là que des AMP avec donneurs. Je ne parle pas des AMP au sein d'un couple bon, voilà, dans des circonstances. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'aujourd'hui, au 31 mars, on avait 6 000 personnes en attente d'un don de spermatozoïdes en France et on avait 40% de couples de femmes, 40% de femmes seules et 20% de couples hétérosexuels. Donc les nouveaux publics, ce que l'on appelle nouveaux publics, les publics qui sont devenus éligibles à l'AMP par les lois, sont désormais très largement majoritaires. Et encore une fois, comme le nombre de donneurs, lui, n'a pas explosé, eh bien, on a des temps d'attente qui sont très importants, avec des temps d'attente qui sont autour de 14 mois en moyenne nationale aujourd'hui en France, mais avec des inégalités très fortes, je pense que vous savez ça bien mieux que moi, entre des territoires où c'est plutôt plus rapide et d'autres où c'est beaucoup plus long. Et dernière chose, ça a été évoqué aussi à la table ronde précédente, une inéquité en fonction des demandeurs, et notamment, vous l'avez dit, les personnes qui sont issues des Antilles ou issues de l'immigration, qui ont envie d'avoir un enfant qui leur ressemble, ou des couples mixtes, on doit des délais d'attente qui sont bien plus longs que les couples qui sont blancs caucasiens tous les deux, parce qu'il y a moins de donneurs, et donc ça pose aussi des questions d'inéquité d'accès à l'AMP au sein de la population. Est-ce qu'on a les chiffres sur le nombre de donneurs, à la fois de spermatozoïdes et à la fois d'ovocytes ? Tout à fait. On a ce chiffre, ce tout petit chiffre. Il y a 900 donneuses d'ovocytes en France en 2022 et 700 donneurs de spermatozoïdes hommes donc en 2022. C'est des chiffres qui sont faible. Alors en même temps, le nombre un donneur peut donner pour jusqu'à 10 AMP, donc ça permet d'avoir d'avoir plus de paillettes, mais on voit bien que avec les nouvelles lois, cette offre, si je reste dans ce vocabulaire qui n'a pas tellement évolué, eh bien évidemment, elle ne va pas suffire à répondre à la nouvelle demande. S'ajoute à ça un problème qui est devant nous, mais qui arrive au galop, qui est que les nouvelles lois ont également permis l'accès aux origines du donneur. La personne qui est née d'une AMP, à ses 18 ans, doit désormais pouvoir accès à des données identifiantes ou non identifiantes du donneur. Or, toutes les paillettes que l'on a en stock aujourd'hui, elles sont issues d'une époque antérieure à ces lois, et donc elles ont époque où, à l'inverse, l'anonymat était requis par la loi, et donc il n'y a pas de données identifiantes de ces personnes. Alors il y a un travail de recherche qui a été fait pour que des anciens donneurs se manifestent auprès d'une structure rattachée au ministère de la Santé, mais qui a donné lieu à très très peu de gens qui se sont manifestés, et donc pour que tout le monde ait les mêmes droits demain, et qu'il n'y ait pas de régime entre des enfants qui seraient nés de donneurs ayant donné l'accès à leurs origines, ce qu'on appelle les donneurs nouveaux régimes, et des donneurs d'anciens stocks qui, eux, n'auraient pas donné accès, et que donc,
demain, ou dans 18 ans plus tôt, des gens découvrent un petit peu au petit bonheur la chance si ils ont été issus d'une personne ayant accepté la levée d'anonymat ou d'un ancien stock, eh bien, le ministère de la Santé a décidé qu'au 31 mars 2025, les stocks des anciens donneurs ne seraient plus utilisables pour faire des AMP. Et ça représente aujourd'hui les 9/10 des stocks disponibles. Donc il y a un enjeu extrêmement important à accélérer considérablement le nombre de dons pour que ces délais d'attente n'aillent pas en s'allongeant dans les années qui viennent. Parce que là, en fonction des régions, on est sur quoi? Sur 12 à 24 mois quasiment d'attente. Oui, pour les ça. régions en tension, vraiment, ça peut prendre 2 ans. La moyenne nationale, c'est 14 mois et demi. Et effectivement, on a certaines régions de France où c'est plutôt le double. Ouais. Alors je le disais, une nouvelle campagne de communication a été lancée le 13 octobre. Donc vous pouvez aller sur... rappelez-moi, David. Alors sur le site de l'agence, il y a une actu qui permet de voir la campagne. Sur les comptes Instagram, on va reparler probablement d'Instagram. Je donne mes ovocytes et je donne mes spermatozoïdes. Qu'un point et on l'a. Oui, oui, et oui, et on l'a, yes. Droite, tu l'as vu? Tu fais quoi? On est en train de perdre là. De quoi? Non, c'est pas à toi que je parlais. Vous ne voulez pas faire d'enfants? Faites des parents, vous ferez des heureux. En donnant vos spermatozoïdes ou vos ovocytes, vous offrez à d'autres le bonheur d'être parents. Vous ne voulez pas faire d'enfants? Faites des parents, vous ferez des heureux. En donnant vos spermatozoïdes ou vos ovocytes, vous offrez à d'autres le bonheur d'être parents. Alors quel était l'objectif cette année? Quel public vous ciblez principalement? On le sait, pour avoir des enfants, il vaut mieux être jeune. Donc forcément, j'imagine qu'on cible des donneurs jeunes. On a parlé tout à l'heure aussi des minorités qui ont moins de dons et de donneurs que les autres. Donc comment on les cible eux? Comment vous fonctionnez à l'Agence de la biomédecine? C'est forcément un peu particulier. On ne fait pas la même communication pour le don de gamètes que pour le dernier shampoing pour une marque de cosmétiques. Ou pas? Je ne sais pas d'ailleurs. Un peu quand même, c'est-à-dire que l'idée, d'abord, on utilise les mêmes canaux que les marques, et donc on doit émerger dans ces canaux-là pour interpeller sur des questions qui sont très différentes de la publicité marchande. On doit intéresser un problème qui est souvent plus complexe que d'avoir envie de changer de shampoing ou de changer de moutarde. Et on a une grosse différence que je pense important de rappeler, et ça c'est vrai pour toutes les campagnes en santé publique, pour toutes les campagnes d'intérêt général, en fait, il y a un truc énorme qui nous manque, c'est l'attrait du produit. Enfin, voilà, nous, on n'a pas un super produit à s'acheter comme une récompense. Voilà. Donc, on a à induire un comportement qui est un comportement de pure générosité et non pas un acte d'achat, mais je dirais de manière diamétralement opposée, et en plus totalement altruiste, alors que l'autre il est pour se faire plaisir. Donc à la fois on utilise les mêmes techniques, on va y revenir, je pense, les mêmes canaux, Instagram, on l'a cité, la télévision, enfin on va détailler parce qu'effectivement c'est un travail de dentelle que de cibler les publics, et en même temps on ne peut pas complètement s'appuyer sur les techniques de vente puisque nous n'avons rien à vendre. Qui sont les publics alors que vous ciblez? Il est très large, ce public. Il y a 18 millions de donneurs potentiels en France, de donneuses et de donneurs. C'est-à-dire que concrètement, si on part de ce que nous dit la loi, à savoir que pour être un donneur homme, il faut avoir entre 18 et 44 ans et être en bonne santé. Pour être une donneuse femme, une donneuse d'ovocytes, il faut avoir entre 18 et 37 ans. Si on regarde les données de l'INSEE, ça c'est 18 millions de personnes. Donc vous voyez qu'avec nos 700 donneurs hommes et nos 900 donneurs femmes, on a un peu de marge. Ça, on peut pas rater, en fait. On est sûr qu'on ne peut qu'augmenter. Ça, c'est confortable. La question n'est pas Il y a une marge de progression. Oui, voilà, là je suis pas trop inquiet, même avec une campagne épouvantable, on ne peut que faire un petit peu plus. Ne retenez pas ça. Après, en fait, ça ne marche pas exactement comme ça, la communication. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de crier très fort quelque chose pour que tout le monde, comme un seul homme, passe à l'action. On se doute bien que... Voilà, parce qu'encore une fois, il faut travailler de manière affinitaire avec certains publics. Et puis l'autre chose, c'est que toucher 18 millions de personnes, surtout si on veut induire un comportement, et on y reviendra aussi, mais le comportement, là, en l'occurrence, est pas super simple à adopter. Enfin, je veux dire, il faut concrètement aller prendre rendez-vous dans un sécos, etc. On va y revenir. Il faudrait des moyens absolument considérables. Les budgets de communication alloués par le ministère de la Santé à ces agences sanitaires sont des budgets qui sont
tout à fait conséquents et qui permettent de faire des choses, d'avoir une puissance assez large, mais on est aussi obligé d'être extrêmement attentif à la manière dont on les utilise, parce qu'on n'a pas le pouvoir, la force de frappe, si vous me permettez ces mots-là, d'une marque marchande qui, elle aussi, va avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que elle investit de l'argent en publicité parce qu'elle va augmenter ses ventes et donc, en fait, elle récupère cet argent. Alors, bon, on peut dire qu'effectivement, l'accès aux soins, on peut avoir un discours économique sur la qualité de l'accès aux soins, dont on sait qu'il est rentable aussi pour l'assurance maladie, évidemment, mais c'est vrai que les moyens sont plus comptés en communication. Donc, concrètement, on ne va pas s'adresser massivement à 18 millions de personnes, on va sélectionner des publics au sein de cette masse de personnes et on va adapter nos messages à ces publics-là. Donc, quels sont je crois qu'il y a 2 cibles prioritaires. Il y a 2 cibles, effectivement. Comment on fait très concrètement avant d'aller voir des agences de publicité? On va voir des agences d'études, des agences qui font des sondages et des enquêtes, et on évalue la connaissance qu'ont les gens, déjà de la loi, du besoin, du fait qu'on a besoin de donneurs, de comment ça fonctionne, et on teste auprès de ces publics-là quels seraient les leviers susceptibles de les intéresser, de les motiver, de quelles informations ils ont besoin, et aussi on essaye de voir quelles sont les franges de la population les plus à même de passer à l'acte. Il y a aussi une logique. On a aussi 2 coûts. Mais... Et puis d'objectifs. Comme vous le disiez, vous n'allez pas cibler... plus on parle à quelqu'un qui a déjà un peu envie de le faire, moins ça va nous coûter cher concrètement, parce qu'au moins il va falloir lui répéter souvent et aller le revoir souvent pour induire le passage à l'acte. Donc je suis désolé, mais à un moment c'est forcément économique en dernière instance. Quand on s'est eu au téléphone pour préparer ça, vous m'avez dit que chaque jour, en moyenne, on recevait entre 3000 et 5000 messages. C'est ça, dans une journée. C'est toujours difficile à évaluer, mais oui, j'ai vu plusieurs papiers là-dessus. On estime qu'aujourd'hui, une personne qui vit dans une grande métropole occidentale, il est exposé à entre 3 et 5 000 messages par jour, c'est-à-dire qu'il va recevoir déjà 312 notifications Facebook, Instagram, LinkedIn, mais il va avoir des pubs dans le métro, il va avoir un affichage qui l'informe que son train est en retard, il va écouter la radio dans sa voiture, il va regarder la télé en se levant, etc. Donc on est en permanence effectivement bombardé de messages, d'injonctions, de choses qui essayent d'éveiller nos désirs, de choses qui sont aussi des formes de contraintes, et donc il faut passer entre les gouttes pour éveiller l'intérêt d'un public à quelque chose pour lequel, a priori, il ne se sent pas concerné. En fait, même si on parle vraiment des nouvelles lois, là, on est sur quelque chose de très récent. En fait, les gens, ils savent tous que maintenant, toutes les femmes peuvent avoir un enfant, mais la personne ne sait que, oui, mais pour ça, il faut quand même que le lien entre le fait qu'il faut quand même encore un spermatozoïde, il n'est pas fait. Donc, les gens ne savent tout simplement pas, nous, on le constate, qu'il faut des donneurs. Donc parmi les gens que vous ciblez, il y a surtout les jeunes parents et les jeunes. Voilà, il y a 2 publics qui sont particulièrement enclins à donner pour des raisons différentes. Donc c'est ce qu'on appelle des leviers dans notre jargon. On a des jeunes parents, des gens qui viennent d'avoir un enfant et qui clairement se disent plus sensibles à la question du don de gamètes, bien parce qu'ils veulent partager le bonheur d'être parents qu'ils découvrent pour eux-mêmes. Et on peut travailler sur cette cible-là, parce qu'il s'avère que dans les études marketing, c'est une cible qu'on repère très très bien. Quand on est parent, on le sait assez vite. Les marques repèrent très très bien qu'on est parent. Eh bien, nous aussi, on peut avoir ces études-là qui nous permettent de cibler ces publics-là. Et l'autre public, ce sont les 18-25 nullipares qui n'ont pas forcément envie d'enfants pour eux-mêmes, voire même, qui ne se projettent pas, mais qui ont en revanche une adhésion forte à l'accès à ces nouvelles lois et à ces publics qui sont désormais éligibles et qui, je dirais, de manière un peu, comme une forme d'engagement sociétal qu'on peut retrouver chez ces publics-là, d'ailleurs, dans d'autres domaines. Si on pense à la politique, l'écologie, ils sont plus enclins à franchir le pas, pour autant qu'on les informe et qu'on leur dise comment faire. Et là, on part d'assez loin. Donc, effectivement, déjà, on part de la campagne, mais en fait, il y a 2 campagnes complètement distinctes qui n'utilisent pas les mêmes messages, qui n'utilisent pas les mêmes médias, qui n'utilisent pas les mêmes films, les mêmes affiches, enfin, vraiment, voilà, et qui vont être déployées sur des canaux complètement distincts. Vers ces deux publics-là. Et donc, si on détaille, donc la campagne que vous allez découvrir, donc celle du 13 octobre, avec un hashtag
qui est assez Fête rigolo, des parents. Fête des parents, et non Tout à pas fait. Fête des enfants. Déjà, pourquoi ce choix-là? Comment Oui. vous l'avez imaginé? Alors c'est pareil, les études nous montrent que le fait de se retrouver, enfin comment dire, de se dire que ces gamètes vont être utilisées par des gens pour faire un enfant quelque part peut être un frein pour certains donneurs. C'est quelque chose qu'on voit, c'est-à-dire que oui, moi j'aimerais bien, je trouve que c'est bien de le faire, j'approuve, j'adhère, mais moi personnellement ça me gêne parce que ça voudrait dire que quelque part j'aurai un jour des enfants dans la nature. On a aussi cette question-là de l'accès de la levée de l'anonymat qui a été médiatisée, et puis de fait les gens le savent, et donc on identifie, les études qu'on fait en amont des campagnes nous permettent d'identifier les leviers, on en a parlé, mais aussi les freins. Et donc on essaye aussi dans notre communication de lever ces freins, et donc d'apporter une réponse à ce qui pourrait être un frein au don. Et on a choisi ce hashtag Fête des parents justement pour insister sur le fait que quand on fait un don, c'est bien on permet bien à des gens de devenir parents, et c'est pas que on permet à des gens de faire des enfants. C'est vraiment une petite nuance, mais la communication c'est souvent une image et 2-3 mots, donc il faut bien les choisir. Et ça nous a paru important de choisir ce hashtag. Bon, sachant que derrière, on leur explique bien quand même quel est l'objectif de leur don. Oui, ça tout n'est pas à caché. fait. Tout à fait. Vous disiez qu'il y avait plusieurs canaux, c'est-à-dire que vous visez quoi exactement? Alors, là aussi, on a le choix, si je suis un petit peu schématique, mais c'est comme ça que ça marche. On a le choix entre du mass média qui va mettre à l'agenda médiatique de manière très visible une question de santé ou de voiture, si on est un vendeur de voiture, et des médias beaucoup plus affinitaires qui vont être plus des médias de contenu, qui vont plus permettre de se sentir informé et de renforcer l'adhésion, mais qui sont beaucoup moins visibles. Et le tout, c'est un petit peu l'équilibrage entre ces deux, parce que si vous voyez un post hyper bien foutu sur Instagram qui vous explique tout, passer dans un, comme vous le disiez tout à l'heure, dans tout un tas de messages auxquels vous n'êtes pas intéressé, vous allez penser qu'ils ne vous concernent pas. Et donc, pour que vous vous intéressiez à un média de contenu, pour que vous ayez envie d'écouter un podcast sur l'infertilité, ou pour que vous ayez envie d'écouter un témoignage sur Instagram, eh bien, on va attirer votre attention en mettant de manière visible dans l'espace médiatique la question, en l'occurrence, qu'on souhaite traiter, en l'occurrence celle du don de gamètes. Concrètement, on achète de l'espace publicitaire à la télévision, au cinéma, donc dans des moments où les gens sont relativement peu attentifs, mais ça fait un bruit médiatique sur cette question-là, et quand ensuite on les touche de manière plus précise, parce qu'ils vont trouver une brochure chez leur médecin, ou parce qu'on va avoir un témoignage sur Instagram, ou parce qu'ils vont entendre une émission de radio, ou qu'un journaliste va écrire un article sur cette question-là, eh bien leur intérêt va être augmenté. On crée on crée de l'intérêt global, et ensuite on raccroche une toute petite partie des gens chez qui on a créé cet intérêt pour les inciter, leur donner les informations nécessaires au passage à l'acte. Vous avez des études, des statistiques qui vous expliquent, qui vous montrent au bout de combien de fois, au bout de combien de touches, en quelque sorte, les gens ont fini par faire le pas? Alors, non, parce que le passage à l'acte, c'est là que les choses se compliquent et c'est un peu frustrant, mais le passage à l'acte, il est complètement multifactoriel. C'est-à-dire que si le jour où vous êtes décidé à faire un don, que vous avez vu hier une super émission sur Instagram, avant-hier écouté le podcast, vu 3 fois la pub que vous trouvez super drôle, vous en avez parlé à un ami, vous avez, tiens, mais d'ailleurs il vous a dit, mais moi je connais quelqu'un qui a pu faire un enfant grâce à ça, ça y est, ça a mûri dans votre tête, et vous voyez bien comment on a multiplié les points de contact avec cette cible, on y est revenu par plusieurs endroits, on en a parlé à quelqu'un qui le connaît, donc ils s'en sont parlé tous les deux, etc. Donc on approche le moment du passage à l'acte, et puis ce passage à l'acte, il arrive, c'est samedi après-midi, et puis manque de bol, le sécos, il est fermé ce samedi-là, tout s'arrête. Voilà, il faut tout recommencer. Et donc ça, la publicité, elle est très efficace pour intéresser, elle est efficace pour susciter du désir, pour créer de l'adhésion à une idée, ou pour faire aimer un produit. Elle est très peu efficace pour faire du passage à l'acte. Personne n'a jamais couru chez Renault parce que la pub était super à la télé en disant
il me la faut, je vais l'acheter en fait. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, voilà. Donc on arrive seulement à faire que les gens se sentent concernés par un problème, à faire que les gens disposent de l'information nécessaire. Mais derrière, encore une fois, le passage à l'acte, il est multifactoriel, et c'est pour ça que la communication n'est qu'une petite partie d'une politique de santé publique, évidemment, et que l'Agence de la biomédecine travaille également avec les SECOS, les associations de patients, les professionnels de santé, pour améliorer l'accueil et favoriser l'accueil des donneurs à ce moment-là. Donc c'est le tout qui fait la chaîne du don, et pas simplement le fait de donner l'envie à quelqu'un à un moment T. Alors, il y a des canaux qui peuvent être aussi plus utilisés, en tout cas pour permettre de cibler davantage, ce sont les réseaux sociaux. Et vous passez aussi de plus en plus par les influenceurs. Oui, tout à fait. Les influenceurs aujourd'hui sont vraiment devenus des médias à part entière. D'ailleurs, ça suscite quelques interrogations. Parce que de la part de journalistes, de la part des journalistes, voilà, exactement, parce qu'on ne sait plus très bien où enfin voilà, c'est un petit peu des hommes sandwich, si on voulait utiliser un terme d'une autre époque, mais c'est vrai que c'est des gens qui font passer l'indépendance de leur expertise comme un moyen de prescription et qui en fait ne disent pas de manière complètement explicite qu'ils sont rémunérés pour délivrer des messages. Ça pose d'ailleurs des questions éthiques pour un organisme public que d'avoir recours à ce type de méthode-là. Mais toutefois, c'est des questions que moi je me suis posées il y a quelques années. Aujourd'hui, on ne peut plus se les poser. C'est-à-dire qu'ils sont devenus complètement incontournables. Et c'est vrai qu'il y a une qualité de la relation entre l'émetteur et son public quand on travaille avec un influenceur qui est une qualité absolument inégalable, parce que non seulement on a des statistiques extrêmement précises de qui suit l'influenceur, donc voilà, quand on disait tout à l'heure on veut parler à des 18-25 hommes plutôt sensibilisés à des questions d'engagement sociétal, ça c'est des cibles qu'on peut acheter, c'est des segments de marché qu'on peut vraiment acheter, c'est-à-dire que concrètement on trouve des influenceurs qui travaillent sur ces cibles-là, et donc c'est un retour sur investissement. À un moment, encore une fois, s'il s'agit d'utiliser l'argent public le mieux qu'on peut, c'est un retour sur investissement qui est très intéressant. Et puis ça nous permet aussi de travailler sur des publics qui sont plus difficiles à toucher, qui se sentent moins souvent concernés par ces questions-là. Je regardais, ça va vous faire rire, mais le public sur la campagne précédente qu'on a faite il y a 2 ans, on a, à l'issue de la campagne, les gens qui ont vu la campagne, on leur demande s'ils se sentent concernés. On a environ une personne qui se sent concernée par cette campagne-là, mais les 2/3 de ces personnes-là, ce sont des femmes. Bon, or, on cherche principalement des donneurs de spermatozoïdes, en tout cas c'est là que le besoin est le plus fort. Donc la première catégorie de personnes qui se sont moins facilement concernées par cette question-là, c'est déjà les hommes en général. Et c'est intéressant d'avoir très concrètement des influenceurs aujourd'hui qui travaillent sur cette question-là, de la masculinité, de qu'est-ce que c'est que d'être un homme, de comment on se sent être homme, de son rapport à la féminité. Donc c'est déjà en premier lieu intéressant de travailler. Par exemple, un influenceur comme Ben Nevers, que certains connaissent, qui a énormément travaillé sur cette question-là, c'est intéressant de travailler avec lui. On a abordé la question des minorités tout à l'heure, ou des personnes issues de la diversité. On a évoqué les Antilles. C'est aussi très intéressant de travailler avec certains influenceurs sur cette cible-là, qui ont un pouvoir de prescription bien plus important que le fait qu'un organisme d'État parle collégialement à tout le monde, parce qu'il va pouvoir utiliser des arguments, il va pouvoir aborder aussi certains freins qui sont propres à ces publics-là. Le rapport à la fertilité, le rapport à la maternité peut être différent chez des personnes issues de l'immigration, par exemple, que du reste de la population. Et on va pouvoir, c'est des sujets qui sont délicats à aborder, il y a un risque de stigmatisation qui est fort aussi, donc c'est aussi compliqué d'aller trop frontalement sur cette question-là, et donc de passer par un intermédiaire, par un tiers qui, lui, a la crédibilité auprès de ses publics, a les mots pour en parler et a sa force de conviction, parce qu'il a cette légitimité pour le faire. C'est extrêmement intéressant pour nous. Mais c'est pas frustrant quand même de se dire que finalement vous êtes expert dans ce domaine-là, mais que votre parole va pas forcément être entendue ou crédibilisée par les gens, et qu'en passant par une personne dont ce n'est pas le métier, qui est donc influenceur, qui n'est pas forcément concerné par le sujet, etc., parce que c'est elle qui le donne, ce message, il va être cru. Mais tout comme des gens qui vont chez leur médecin, demain, vont dire j'ai lu sur Internet ça, alors que le médecin pourrait leur dire l'inverse.
il le croit plus trop, que la parole experte soit moins entendue que la parole grand public ou amateur, entre guillemets. Oui. En fait, quand même, ces gens-là, ils finissent par aller voir un vrai expert, dans le sens où ils vont dans un sécos, ils vont en parler à leur médecin. D'ailleurs, on travaille aussi, c'est la 3e cible. On n'a parlé que des 2 cibles grand public, mais on a aussi un gros volet de communication à destination des professionnels de santé. On envoie du matériel de communication dans tous les cabinets des gynécologues, des sages-femmes. On met de l'information à disposition chez les médecins. On s'adresse aussi en direct aux médecins en leur disant « c'est important d'en parler à votre patient ». Bien souvent, nous, ce que l'on se contente de faire, c'est de dire « ça serait super si vous étiez donneur ». Aller voir un sécos ou aller voir un médecin, c'est-à-dire qu'on ne fait que de l'emmener vers un expert. Mais là, on le disait au début, hein, on part de très très loin, on a très peu de donneurs, on a très peu de gens. La dernière enquête qu'on a faite, on a, je ne sais plus, 15-16% des 18% pardon, des gens se sentent concernés par cette question-là. Donc là, on n'en est pas à avoir un discours d'expert, on en est juste déjà à attirer leur attention et à leur donner envie. Et il y a vraiment, j'insiste sur ce mot-là, hein, la communication, ça ne sait faire que ça, c'est susciter le désir. Bon, encore une fois, c'est pour ça que ça vient du marketing, et ça le fait relativement. Et donc là, on n'est pas dans un discours d'expertise, on est dans un discours de tu devrais t'intéresser à ça parce que ça te ressemble, tu vas être content si tu le fais, et c'est dans tes compétences de le faire. Et donc on travaille vraiment sur ces petits leviers-là. Et encore une fois, le fait d'avoir un prescripteur en affinité est extrêmement efficace. Mais d'une certaine manière, on achète aussi, par exemple, on diffuse la campagne que vous regarderez peut-être en sortant d'ici, elle est diffusée dans tous les cinémas des villes de France où il y a un sécos. Bon ben, de fait de voir une pub qu'on aime bien avant un film qu'on adore dans un cinéma, on aime bien aller, je ne sais pas quoi, le samedi après-midi avec ses copains, ça marche d'une certaine manière, ça renforce la confiance et l'envie d'eux, différemment, mais ça fonctionne un peu selon les mêmes leviers de susciter de l'envie et de l'intérêt que quand on trouve que, je ne sais pas quoi, l'influenceur qu'on aime bien regarder, je ne sais pas quoi, moi, en attendant le bus le matin, il parle de ce problème-là. Et alors, ce qui marche encore mieux, encore une fois, parce que tout est nécessaire, mais rien n'est suffisant, c'est que l'influenceur parle de la pub qu'on a vue au cinéma et que quand on rentre chez ça, elle passe aussi à la télé, et que, etc. Encore une fois, c'est vraiment la notion de multiplier les points de contact avec la cible, tout en prenant des moments où on peut parler à beaucoup de monde en disant peu de choses et des moments où on parle à beaucoup moins de monde en disant plus. On voit très très bien, on a fait l'année dernière une opération sur des campus, donc on se déplace physiquement sur un campus pendant toute une journée, pendant 2 jours même, pour parler avec des étudiants. Donc là, c'est des moyens énormes pour une efficacité très faible. Hein. Vous partez à 6 ou 7 personnes pendant 2 jours dans une fac avec des dépliants, vous voyez tous les étudiants, bon, vous avez touché 2000 personnes, mais c'est extrêmement qualitatif, parce que sur les 2000 personnes que vous avez touchées, vous leur avez donné l'adresse du sécos qui est au coin de la rue, parce qu'on a pris la fac pas loin, et donc là, vous avez un taux de transformation faible. Mais on ne peut pas tout faire comme ça. Et on voit aussi que ça marche d'autant mieux que, encore une fois, ces gens-là, ils disent « Ah ben oui, ça j'en ai entendu parler, je connais quelqu'un qui... » etc. C'est vraiment un jeu de piste un petit peu, hein, de parcourir, de jalonner, pardon, le parcours client. Toutes ces techniques-là sont issues du marketing, donc c'est pardonnez-moi, c'est plein de gros mots comme ça, mais le parcours client pour que jusqu'au moment le plus favorable au passage à l'acte, on ait son intention la plus élevée. Et donc c'est ce travail-là qu'on fait. Et lorsque vous avez imaginé cette campagne du 13 octobre, comment clairement vous avez travaillé? Quel était l'objectif? Est-ce que vous vous êtes dit, cette année, on va miser sur l'humour ou sur la tendresse? Bon, le hashtag, on en a parlé, fête des parents. Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on veut vendre un espèce de service public qui, effectivement, en plus, est une expérience un peu compliquée? Bon, pour le don de sperme, c'est une expérience difficile à vivre dans le sens où... c'est un peu délicat, on est gêné, etc. Pour un don d'ovocytes, c'est quand même une hospitalisation, c'est beaucoup plus fort, en quelque sorte, et compliqué. Comment on imagine une campagne marketing comme ça, de communication? Alors, on s'appuie sur 2 types de compétences. On a parlé donc des études, mais on fait des études et des enquêtes. Donc ça, c'est des spécialistes de l'opinion. Et puis l'autre compétence sur lesquelles on s'appuie, c'est des agences de publicité, c'est-à-dire des gens qui sont habitués
à utiliser tous ces canaux-là, qui savent faire des affiches, qui savent faire des films, qui savent faire des infographies animées sur les réseaux sociaux, etc., qui nous aident aussi à travailler avec les journalistes qui savent organiser une conférence de presse. On travaille avec ces agences de publicité, et il y a un temps relativement long et itératif entre voilà, l'agence d'études, l'agence de la biomédecine et l'agence de publicité pour définir quelle serait la même approche. Vous l'avez dit, ok, est-ce qu'on va jouer sur la fibre militante? Est-ce qu'on va faire rire? Est-ce qu'on va faire pleurer? Est-ce qu'on va parler très sérieusement comme si l'heure était grave? On manque gravement d'honneur. Enfin, voilà, vous voyez bien que toutes ces tonalités-là, finalement, elles se présentent toutes comme des bonnes idées. Et puis alors, plus on cherche des idées, plus on en trouve. Et donc, à un moment, ben, il faut sélectionner. Alors, l'agence qui travaille sur l'opinion, elle peut nous aider à ça. L'agence de publicité, elle a sa culture. Elle sait ce qui marche avec les jeunes. Et comment elle le sait? Elle le sait parce qu'elle a 50 autres clients qui veulent parler à des jeunes, donc elles nous disent ce qu'on a fait avec Adidas, ça a super bien marché, vous devriez, etc. Donc il y a vraiment voilà, une expertise assez empirique des agences de publicité. Et puis aussi, tout bêtement, on apprend de nous-mêmes, c'est-à-dire que toutes les campagnes que l'on fait sont on les évalue après diffusion, donc on fait des enquêtes nationales pour voir combien de gens les ont vus, pour voir ce que les gens qui les ont vus en ont compris, si c'est les a incités, etc. Et donc de manière assez empirique, on voit ce qui a marché ou pas, si j'ose dire, même si c'est jamais tout noir et tout blanc, et on continue ou pas dans ce sens-là. Et la communication, c'est aussi évidemment un travail de répétition, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait souvent on nous dit mais faites une campagne de com, et en fait non, il faudrait en faire 30 ou 40 pour que petit à petit ça bouge. Les marques le savent bien. Nutella, en France, investit chaque année 150 millions d'euros d'achat d'espace publicitaire pour qu'on en mange tous. Et ils le refont l'année d'après. Ça marche assez bien d'ailleurs. Et donc, c'est des moyens absolument considérables. Là, on est en train de parler de... oui, c'est simple, 10 fois le budget de l'agence sur le don de gamètes. Mais donc, c'est la répétition. Hein. Donc et comme eux, hein, on fait, on regarde, on évalue, on adapte, on refait. La première campagne, le choix qui a été fait pour la première campagne à la suite de la loi, eh bien, ça a été tout simplement de montrer le bénéfice de manière assez, je dirais, neutre, hein, mais qu'est-ce que ça fait de donner? Et c'est une campagne que vous avez, je pense, vous connaissez tout ici. Je regarde, non, il reste encore un homme, qui était la campagne de couples, de femmes, de couples hétérosexuels et de femmes seules qui brandissaient un test de grossesse dans lequel s'affichaient non pas les petites barres là, voilà, mais il y avait écrit merci, et avec une accroche en dessous qui incitait à donner ces gamètes. Donc l'idée, c'était de montrer le bénéfice et aussi de mettre en scène les publics bénéficiaires. Et donc cette campagne a utilisé plusieurs visuels, et le film était comment dire, enfin voilà, une succession de scénettes avec un couple hétérosexuel, un couple de femmes, une femme seule, des personnes issues de la diversité, des personnes blanches. C'est difficile aussi de représenter tout le monde, mais on essaie d'être toujours le plus large dans nos représentations. Cette campagne, elle a été très très bien reçue, et on a vu qu'elle faisait bien le double travail, à la fois de dire « Ah oui, tiens, il y a ce besoin-là maintenant, et ces gens-là nous remercient pour ça, et du coup, il faut que j'y contribue. » Et donc, on a choisi d'aller un petit peu plus loin dans ce sens-là, en ayant cette année une campagne qui est humoristique. C'est vrai aussi qu'on avait, pardon, j'ai oublié de dire, mais une nouvelle loi, et donc il fallait aussi voir l'acceptabilité dans l'espace publicitaire on parlait de shampoing et de dentifrice tout à l'heure, mais voilà, qu'est-ce que c'était que de montrer ces publics, parce qu'il peut y avoir un petit risque d'être un peu contre-productif à vouloir parfois être trop audacieux. On peut susciter du rejet. L'opinion est difficile c'est toujours difficile de voir comment ça va être reçu. Et donc, comme on a vu qu'il y avait une très bonne acceptabilité du fait de montrer ces publics et qui brandissent ce test de grossesse, donc une campagne qui était assez directe dans l'expression du bénéfice et de ce à quoi servait le don, eh bien là, on a mis en scène des parents avec une dose d'humour en plus. C'est pas dit que
ça aurait été bien de rire dès la première fois de ces nouvelles lois, et voyant qu'il y avait une bonne acceptabilité, là on a une campagne qui est alors beaucoup plus humoristique, qui met en scène les petites difficultés que tous les parents rencontrent, qui font qu'on est quand même heureux d'être parent, et qui les présente de manière voilà, assez vivante, assez colorée. J'ai vu qu'il y avait des affiches qui avaient été mises là, que vous avez sans doute vues, avec donc ce hashtag faites des parents. Est-ce que, et après on passera aux questions si vous en avez, le don a quand même quelques limites qui s'imposent à lui, dans le sens où, par exemple, comparé à d'autres pays, ce n'est pas rémunéré. C'est donc un acte compliqué à faire, ça nécessite de l'implication de la part de la personne qui le fait. Et puis maintenant, il y a ce droit aux origines. Ça vous met un peu des bâtons dans les roues, malgré tout, sur la communication. Comment on réussit à passer au-delà de ça ? Alors, ça, oui, c'est vrai aussi que il y a tout un travail il y a la campagne, moi c'est un mot que j'aime pas tellement, il y a la campagne, c'est-à-dire qu'il y a un moment de visibilité massive de la question dans l'espace médiatique, donc ça c'est en ce moment, voilà, les gens voient cette campagne, mais il y a tout un travail de pédagogie qui est fait au long cours, avec, encore une fois, avec 3 canaux essentiellement. On a parlé des influenceurs, les influenceurs ont travaillé avec eux tout au long de l'année, on a vraiment un travail Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un Instagrammeur ou un YouTuber qui fasse une vidéo sur cette question-là, et notamment encore une fois sur la question de la communication à destination des personnes, enfin des minorités. On travaille énormément avec eux tout au long de l'année. Il y a un autre travail qu'on fait tout au long de l'année qui est la visibilité de notre site internet et nos outils Instagram. C'est tout bête, hein, mais c'est vite noyé. Google est une machine à noyer les contenus. Enfin, on en a tous l'image que ça nous aide à trouver, mais ça aide aussi à cacher au milieu de plein de choses. Donc, il y a un gros travail éditorial de mise à jour pour faire remonter, pour les rendre vivants, pour que, voilà, que quand on s'est posé la question, puis qu'on oublie qu'on se l'est posé, puis qu'on se la repose 3 semaines après, on retrouve vite. Ça, c'est mine de rien, c'est un gros travail vraiment de gestion éditoriale des contenus. Et puis le troisième travail, c'est le travail qu'on fait avec les journalistes. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que des journalistes nous appellent pour avoir des informations sur l'AMP, et donc on se préoccupe du fait qu'ils aient accès à la meilleure information possible. Et puis parfois, on va aussi au-devant d'eux en leur proposant, voilà, parce qu'on a, je sais pas quoi, discuté avec une association qui nous a parlé d'une histoire qu'on trouve intéressante à raconter. Donc on peut proposer ces gens-là comme étant des témoins, ou on peut organiser un temps fort de communication. On va sortir les chiffres de l'AMP en début d'année, on va convoquer les journalistes. Donc on recrée, on remet à l'agenda médiatique constamment le sujet, de manière à ce que les journaux en parlent. Et ça nous permet d'avoir un fil rouge en communication, en plus de cette fameuse campagne qui est un temps fort dans l'année. Mais c'est important aussi de faire des temps forts parce que, comme vous le disiez, on est en permanence bombardé par des messages. Et donc, si on n'émerge pas à un moment de manière vraiment visible, si on ne fait que du fil rouge tout au long de l'année, eh bien, finalement, on rentre dans une espèce de bruit médiatique qui empêche aussi de susciter l'intérêt. Il faut quand même donner un petit sentiment d'urgence. C'est ça qui aussi induit du passage à l'acte. Donc, on a plus intérêt, plutôt que de diluer nos moyens tout au long de l'année, à vraiment faire un temps fort, y compris donc encore une fois en termes d'investissement, et puis ensuite, comme on le disait, à revenir au contact des publics par les 3 canaux que je viens de citer. Oui, puis ça s'appelle aussi créer l'actu, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous créez l'actu en faisant cette campagne-là, ou l'association BAB en faisant cette semaine de sensibilisation à l'infertilité, nous, en tant que journalistes, on se dit, bon, c'était peut-être un sujet qu'on voulait traiter à un moment, sauf que des fois, il y a d'autres actus, la guerre, l'environnement, etc. À quel moment on parle de ça ? Bon, tiens, c'est le moment d'en parler parce qu'il y a cette actu-là. Oui, tout à fait. On a fait une conférence de presse il y a une dizaine de jours aux rencontres de la biomédecine pour le lancement de cette campagne-là, où il y avait effectivement une quinzaine de journalistes et où il y avait à la fois, on délivré des chiffres d'activité, on a présenté la campagne. Il y a des témoins qui sont venus raconter leur histoire d'AMP, un donneur, une personne qui était en parcours d'AMP et une maman qui est venue avec son enfant. Et donc, voilà, c'est aussi créer, comme vous le dites, un temps fort qui fait que les journalistes s'intéressent à cette question-là à ce moment-là et ont du contenu, j'allais dire clé en main, non parce que vous faites un travail d'analyse et d'enrichissement d'informations absolument essentiel, mais effectivement, ça vous donne un tremplin pour traiter l'actualité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au don ou par rapport à la campagne ? Je pense qu'on a été assez complet et clair, mais est-ce que des questions vous viennent ?
Tout à l'heure, vous avez dit que des jeunes pères, par exemple, pouvaient être très sensibles à la question du don. Est-ce que c'est envisageable de les contacter directement, par exemple par l'intermédiaire de la médecine, du médecin, ou je ne sais pas, après l'accouchement, en leur faisant passer un petit flyer ou en leur parlant? Est-ce que ça, c'est envisageable? Oui et non. En fait, c'est précisément ce que l'on cherche à faire. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable de cibler très précisément les couples, enfin les personnes qui ont eu un enfant dans les 2-3 années qui suivent l'arrivée de l'enfant. Maintenant, évidemment, on ne peut pas avoir les coordonnées de ces gens-là parce qu'ils sont protégés par la CNIL et qu'on ne peut pas demander à un hôpital la liste des numéros des téléphones de tous les gens qui viennent avoir un enfant pour les appeler. Et on ne peut pas non plus complètement s'immiscer dans la consultation, les consultations postnatales en disant bon ben nous on est l'agence de la biomédecine, il faut bien penser à ces gens, de parler de ça à ces gens-là, en allant voir la sage-femme ou le médecin qui fait les consultations de postpartum par exemple, qui ne sont pas non plus forcément le meilleur moment pour demander à une personne de faire un don, vous vous en doutez. Donc finalement, les moyens que l'on trouve, c'est précisément effectivement de laisser des documents d'information dans les cabinets médicaux dans lesquels vont se rendre plus vraisemblablement les personnes dans cette période-là de leur vie, de sensibiliser le professionnel de santé aussi, de manière à ce qu'au moins quand on lui pose la question, ils ne disent pas « Oh non, mais moi, parce qu'on a vraiment cet enjeu-là, voilà, médecin généraliste qu'on va voir pour, je sais pas quoi, la vaccination 2 ans après, il ne va pas du tout avoir le réflexe d'aborder cette question-là, sauf si on lui dit qu'il a un rôle à jouer, parce que ce public-là est réceptif et qu'il est légitime pour donner l'information. Donc ça, c'est déjà un travail de communication sur la cible médecin qu'il faut faire. Et puis ensuite, comme je vous le disais, les jeunes parents, en fait, ils sont bombardés de médias très spécifiques. Ils croient tous qu'ils font exactement ce qui leur plaît, mais en fait, ils vont un peu tous sur les mêmes sites internet, ils lisent un peu tous les mêmes blogs, ils lisent un petit peu tous les mêmes journaux, ils regardent les mêmes émissions de télé, et donc faire un partenariat, je dis n'importe quoi, avec les maternelles, par exemple, pour avoir une émission consacrée aux dons d'ovocytes, voilà, on est à peu près certain qu'on va toucher très exactement des gens qui ont des enfants de moins de 5 ans et qui sont dans un moment où potentiellement ils peuvent avoir envie de donner. Donc ça revient un peu à ce que vous dites, mais c'est pas parce qu'on a les bases de données de ces publics-là et qu'on pourrait les joindre directement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on passe à la table ronde suivante. Merci beaucoup, David Heard, pour cette rencontre. Merci beaucoup, merci pour votre attention et l'agence de la biomédecine est à votre disposition pour échanger sur ces questions si vous le souhaitez. Merci.